Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi des réflexions que je me suis faites pendant mes vacances en Savoie autour du jour de l'an. Pendant le séjour, je me baladais dans la montagne, tout ça, enfin dans des montagnes, et j'ai fait plusieurs observations. Et tout simplement, je voudrais partager avec toi aujourd'hui des réflexions sur notamment le fait de s'implanter sur un marché qui est dominé par un leader ou de s'implanter sur un marché qui a l'air a priori mort. En tout premier, je veux te parler de l'histoire de l'ESF et de l'ESI. Alors, l'ESF, c'est l'école du ski français. C'est une entreprise privée française qui a été fondée en 1945 par Gaston Cattiard. Et donc, cette école, elle propose principalement des cours de ski, comme tu l'auras compris. Elle est organisée actuellement, aujourd'hui, en un réseau de 220 écoles qui ont une gestion autonome. Et donc, elle est répartie sur plusieurs stations de sport d'hiver en France et elle regroupe 17 000 monitrices et moniteurs qui sont tous affiliés au syndicat national des moniteurs du ski français, donc le SNMSF, qui a été lui aussi créé en 1945, toujours par la même personne, Gaston Cattiard. Donc à ce jour, le SF, il s'agit de la plus grande école de ski au monde. Retiens bien ça parce que c'est très important. Cette école, elle a été fondée dans un contexte un peu spécial. Elle a été fondée en même temps que plusieurs autres acteurs du secteur. Entre 1937 et 1947, ils sont tous plus ou moins imbriqués les uns dans les autres. Il y a l'École nationale du ski français, il y a l'École nationale de ski et d'alpinisme, le Syndicat national des moniteurs de ski français et enfin l'école de ski. Alors, tous ces acteurs-là, ils ont plusieurs rôles différents. Il y en a par exemple qui vont s'occuper de mettre en place, enfin de définir le programme pédagogique des moniteurs et monitrices de ski, d'autres qui vont s'assurer que le programme est bien transmis aux élèves des écoles de ski, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas intéressant pour aujourd'hui, mais je veux te faire comprendre le contexte dans lequel l'ESF a évolué. Donc tout simplement, en 1945, l'école de ski, à la base, elle est arrivée dans un contexte où le ski n'était pas très démocratisé. C'était le tout début des stations. Les stations, elles commençaient tout juste à éclore. En fait, c'était vraiment le tout début, tout début. Donc, l'ESF est arrivé alors que le ski n'était pas encore démocratisé. Ensuite, dans les années 60, il y a eu un boom de la démocratisation du ski et il y a eu une accélération du développement des stations de ski. Là, il y a eu de plus en plus de personnes qui venaient faire du ski, de plus en plus de familles notamment qui découvraient les joies de ce sport d'hiver. Et il y a aussi, dans le contexte, quelque chose d'important à comprendre, c'est que l'ESF, elle s'est formée avec, dès le départ, un énorme réseau, et notamment des relations assez proches avec le ministère des Sports, puisque c'est notamment le ministère des Sports qui a créé l'École nationale de ski et d'alpinisme. C'est un établissement public à caractère administratif qui est donc placé sous la tutelle du ministère des Sports. Et cette école nationale de ski et d'alpinisme, elle a pour vocation de former les moniteurs de ski, les guides de haute montagne, pardon, et les pisteurs secouristes. Ces mêmes moniteurs de ski qui vont ensuite enseigner à l'ESF. Tu vois le lien? Donc voilà, l'ESF a été formé dès le départ avec un gros réseau, avec pas mal de relations, avec des personnes haut placées. Donc dès le départ, il y avait une autorité importante et bien installée. Et ensuite, comme tu l'as compris, l'ESF a eu le monopole des cours de ski pendant plusieurs décennies. Et c'est là où arrive le petit twist. Vers la fin des années 60, début des années 70, il y a eu des tensions, notamment entre des moniteurs. Il y en a certains qui souhaitaient mettre fin au monopole du syndicat national des moniteurs de ski français et ils ont quitté la structure pour en créer une nouvelle. Et c'est là qu'en 77, donc en 1977 évidemment, naît l'école de ski internationale, l'ESI. Alors, l'ESI, elle essaie de se différencier de l'ESF, notamment avec la tenue. L'ESF, ils ont imposé l'uniforme rouge à leurs moniteurs et l'ESI a imposé donc un uniforme bleu pour faire vraiment le contraste. Ensuite, ils ont mis aussi en place un nouveau système d'évaluation des compétences des élèves avec des nouveaux noms pour les niveaux. L'ESF avait mis en place un système, peut-être que tu connais, avec le flocon, la première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, etc., etc. Pour le SI, il y a un tout nouveau mode d'évaluation avec des nouveaux noms. Donc c'est vraiment leur propre système à eux. Et aussi, ils se sont différenciés sur le positionnement, notamment avec des moniteurs qui étaient souvent anglophones et plus jeunes. Comme ça, le SI pouvait viser une clientèle plus jeune et anglophone, majoritairement britannique à l'époque. Et aussi, l'ESI a inclus des cours de snowboard et aussi la promotion de ces cours de snowboard, chose qui était totalement novatrice à l'époque. Alors ça s'est pas fait en 77, hein, les cours de snowboard, ça a été progressif,
Mais n'empêche que quand ils ont introduit les cours de snowboard dans leur programme, dans leurs offres, ça a été une petite révolution dans le domaine. Donc là, on voit qu'il y a un vrai positionnement de différenciation entre l'ESI et l'ESF avec une offre différente, une cible plus large, donc pas uniquement les bonnes petites familles françaises et tout ça, mais aussi des jeunes et des étrangers, et un branding qui est en accord avec tout ça. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça a inspiré aussi la création d'autres écoles par la suite. Donc aujourd'hui, il existe environ 200 écoles de ski en France qui comptent au total 3000 moniteurs en 2019, en tout cas selon les chiffres de 2019, et 17 000 pour l'ESF. Donc ça fait beaucoup, bien sûr, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, mais quand même, il y a un autre marché qui s'est créé alors que le marché était dominé exclusivement par l'ESF. Il y avait vraiment ce monopole et pourtant l'ESI a fait sa place. Et quand on va dans les stations de ski, je ne sais pas si c'est ton cas, mais tu as sûrement peut-être vu, il y a souvent des moniteurs de l'ESI maintenant dans les stations de ski en France. On voit souvent des profs des moniteurs, pardon, avec des combinaisons bleu clair, qui souvent parlent anglais. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça a aussi inspiré l'ESF. En fait, c'est-à-dire que le leader, donc celui qui était là à l'origine, qui était vraiment le numéro un, d'ailleurs le seul sur le marché, s'est inspiré de ses tout petits concurrents pour lui-même évoluer. Par exemple, l'ESF maintenant propose aussi des cours en anglais, etc. Ils essayent de rajeunir un petit peu leurs moniteurs, de devenir un peu plus cool, un peu comme l'ESI, alors qu'à la base, l'ESF n'est pas du tout dans cette optique-là, enfin, ils ne sont pas du tout dans ce style. Une autre chose aussi à retenir et que j'ai constaté, mais que j'ai aussi confirmé en allant voir directement certains chiffres de l'ESI et certaines personnes qui sont en charge d'écoles, d'écoles labellisées ESI, c'est que l'ESI, donc l'école de ski internationale, elle a sa clientèle qui est plutôt fidèle avec son propre système d'évaluation du niveau des élèves. Et du coup, les élèves qui commencent à l'ESI ont tendance à continuer à l'ESI. Et ça, c'est très important, c'est très intéressant aussi, parce qu'on voit que même si l'ESI est minuscule par rapport à l'ESF en termes de nombre de moniteurs, en termes aussi de réputation, eh bien, sa clientèle, même si elle est plus petite que celle de l'ESF, reste fidèle. Et ça, c'est vraiment une métrique très importante à prendre en compte pour toutes les entreprises. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que peut-être que le petit, donc l'ESI, ne deviendra pas leader du marché. Là, en l'occurrence, l'ESF est resté leader, mais il permet d'ouvrir le marché et de proposer un panel d'offres plus large qui peut donc inclure une cible plus large que la cible initiale du leader, donc là de l'ESF. Là, on l'a vu avec le snowboard, les divers cours dans diverses langues, etc., l'inclusion des jeunes et des étrangers. Et ça peut aussi, du coup, faire évoluer le marché en inspirant même le leader. Donc, si par hasard, toi, tu as une idée de business et tu te dis, ah ouais, mais non, en fait, il y a tel leader, il y a telle personne qui est déjà sur le marché, enfin, telle entreprise qui est déjà sur le marché et qui pèse déjà très lourd, ne t'inquiète pas, il y a de la place pour tout le monde et non seulement il y a de la place pour toi, mais en plus, tu pourrais peut-être, enfin, ton business pourrait peut-être aussi inspirer ces mêmes leaders que tu crains actuellement. Donc vraiment, ça c'est une réflexion que je me suis faite en voyant l'ESI, l'ESF pendant mes vacances. Je me suis dit, il faut vraiment oser se lancer, peu importe le marché actuel, peu importe qui est en train d'écraser le marché ou de leader le marché, ça n'a aucune importance parce que tu as ta place, tout le monde a sa place sur n'importe quel marché. Et la deuxième réflexion que je me suis faite, hein, c'est un peu dans la même optique, c'est quand je roulais, j'étais en voiture, voilà, entre deux stations, et je regardais un petit peu les tout petits villages qu'on voit quand on commence à monter dans la montagne. On voit des tout petits bleds, en fait, c'est des petits hameaux. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens ici? Ils vivent de quoi? Voilà, ils font quoi quand ils sont pas en saison? Comment ils s'occupent? Quels sont aussi les commerces qui sont ouverts, tout ça? Enfin, comment ça marche l'économie dans les stations de montagne ou dans les petites zones de montagne, sans parler forcément des stations, vraiment stations d'hiver, hein, mais même autour, comment ça marche l'économie en dehors des saisons. Donc là, j'ai posé la question à ma sœur qui vit à la montagne tout simplement, et je lui ai demandé, voilà, les gens dans ta station, ceux qui vivent vraiment là à l'année, ils font quoi le reste du temps? Elle m'a répondu de manière très simple, la plupart, donc soit ils sont par exemple moniteurs l'hiver, moniteurs de ski, et après, en dehors, ils ont des métiers, notamment des métiers très liés à l'artisanat et au bâtiment. Ça peut être des charpentiers, des électriciens, des plombiers, etc. Soit c'est des personnes qui ont des commerces dans la station, notamment des magasins,
d'équipements sportifs ou alors aussi des restaurants, des choses comme ça. Et là, soit ils ont des business à côté, soit ils passent le reste de l'année, donc les 6 mois qui restent à peu près, où ils sont pas en train de travailler dans la saison en hiver ou en été, ils les passent à faire autre chose, soit des projets personnels, soit ils voyagent, des choses comme ça. En tout cas, une chose que j'ai retenue de cette discussion avec ma sœur, c'est que l'économie dans les petits villages de montagne, dans les petites zones qui ont l'air un petit peu oubliées, en fait, elle est pas morte du tout. C'est-à-dire que là-bas, il y a quand même des gens qui vivent à l'année, même plus que ce qu'on pourrait penser. Et il y a une économie qui tourne parce que ces gens-là, ils vont pas faire 1 heure de route pour aller faire leurs courses, pour aller se restaurer, pour aller s'amuser, tout ça. Non, la plupart du temps, ils restent dans cette même zone. Et pour qu'ils y restent, il faut aussi qu'il y ait une économie qui tourne. Donc en réalité, les restaurants, les magasins, les choses comme ça sont ouverts à l'année et ça tourne, ça marche. Donc ce que j'ai retenu de cette discussion, de cette réflexion, c'est que peu importe là où on s'installe, si on a un service à proposer et qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce service dans cette zone-là, ça peut marcher, peu importe à quel point la cible est petite. Ça peut toujours marcher. Tu peux être dans un bled paumé et faire tourner ton business sans problème. Tant que ton entreprise répond à un besoin ou à un problème que des personnes peuvent avoir dans cette zone-là, eh bien ça peut marcher, tout simplement. Et il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures pour trouver l'idée du siècle. Honnêtement, parfois les idées les plus simples sont les meilleures. Par exemple, si tu veux installer quelque chose, je ne sais pas, une entreprise de plomberie spécialisée dans les poêles à bois notamment, eh ben va dans les zones montagnardes. T'auras des clients, t'inquiète pas. Donc voilà, je voulais juste te partager ces 2 petites réflexions que je me suis faites pendant mes vacances. Cet épisode était relativement court, mais c'était vraiment un message que je voulais faire passer parce que souvent, quand on a envie de créer un business ou quand on est même déjà dedans, on a toujours envie de faire mieux, de faire plus, de faire plus grand, etc. Alors que parfois, les choses qui réussissent le mieux sont aussi les plus simples. Et parfois, on se met aussi des barrières, tout simplement qui sont basées sur des croyances limitantes qu'on a, en se disant ouais, j'ai pas ma place parce qu'il y a un leader, parce que ci, parce que ça, alors qu'en réalité, tout le monde a sa place dans tous les secteurs. Il y a de la place vraiment pour tout le monde et ça, c'est vraiment le message que je voulais faire passer dans cet épisode. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast, ça m'encourage aussi pour continuer à créer ce genre de contenu. Donc merci beaucoup à toi. Si tu peux aussi en commentaire, dis-moi quel genre de business t'aimerais monter si vraiment t'avais pas peur d'être écrasé par un leader ou quelque chose comme ça. Je te retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et très belle journée à toi.